Bonjour, bienvenue pour ce numéro 11 de Fermentation poétique, dans lequel il sera question donc de Jean-Claude Martin et de Slaidine Haddad principalement. Mais en préambule, quelques mots sur l'intelligence artificielle. Je pense que vous en avez entendu parler. Et ce qui interpelle dans ce projet déjà bien avancé, c'est l'apparent consensus qui semble se dessiner tant parmi les politiques que la société civile, représentée par les intellectuels ou les artistes, au service donc du capitalisme. Ainsi, par exemple, David Guetta, que j'entendais l'autre jour, pensait que l'IA, justement, était l'avenir de la chanson. Et il n'est pas le seul à le dire. Mélenchon en use et en abuse, lui aussi, dans ses meetings. Alors tout ceci est inquiétant. Et j'entendais Madame de Villers qui donc invitée sur les plateaux télé pour son livre justement sur l'intelligence artificielle et qui mettait en garde justement contre cette découverte qui peut être tout à fait contraire à l'éthique humaine. Mais moi je pense que l'homme a déjà des difficultés à se montrer intelligent, la période le prouve et le passé également. Donc que fera-t-il d'une intelligence artificielle? Alors celle-ci n'est-elle pas pour l'homme en perte finalement d'intelligence, d'esprit? Bon, bref, voici donc, c'était quelques mots sur cette nouvelle technique. Mais pour l'instant, je crois que les poètes utilisent leur seule intelligence et leur émotion pour écrire des poèmes, à l'instar donc de Jean-Claude Martin, sur lequel nous allons parler pendant quelques instants. Alors, je rappelle brièvement sa biobibliographie. Il est né en 1947 et a dirigé la maison de poésie de Poitiers de 2005 à 2019. Alors, il s'y est beaucoup investi dans ce travail, je le sais, pour en avoir discuté avec lui, et n'en a pas été réellement récompensé. Alors, au sujet de son écriture, c'est la découverte du surréalisme qui le pousse à écrire dans les années 60. Alors, il a principalement Ponge, Williams, les objectivistes américains, Michaud, etc., qui ont exercé une influence directe ou indirecte sur ses écrits. Mais à partir de cette période, il fait beaucoup de rencontres et en fait, il trouve son écriture par l'intermédiaire de François de Cornières, Louis Dubost, Georges L. Godot. Entre autres, il a reçu également plusieurs prix de poésie et est traduit en plusieurs langues. Alors, il a publié une trentaine de recueils chez différents éditeurs. Il a également écrit quelques nouvelles et des pièces de théâtre. Alors, parlons de ses poèmes, de sa poésie. Qu'en est-il? Alors, à une certaine époque, peut-être est-ce encore d'actualité, on parlait de sa poésie et de celle qui lui était proche comme une poésie du quotidien. Alors, Jean-Claude Martin s'en étonnait et ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Alors, quotidien, ça veut dire de tous les jours, effectivement. Mais est-ce cela de la poésie? Lyrique, elle peut être formaliste ou tout à fait autre, selon les définitions données à tel ou tel auteur. Mais de ces genres, on pourra reparler dans une prochaine fermentation poétique. Toutefois, donc, pour Jean-Claude Martin, il était, disons, catalogué dans cette... on va dire, dans ce genre de poésie. Alors, je vais d'abord vous lire quelques poèmes de ce poète, et principalement tirés donc son livre Le Tour de la question, un recueil qui a marqué les esprits et qui a été publié conjointement par Le Débleu et Le Norrois en 1990. Et de Miel et d'Ortie, c'est une deuxième édition, comprenant les volumes 1 et 2 et le volume 3 comprenant principalement des inédits. Alors donc, nous allons lire quelques poèmes de chacun de ces recueils. Le bonhomme de neige me regarde, et j'irais bien lui conter mes fautes, si tout ce blanc ne m'asphyxiait. Envie de faire pipi, l'âme noire du sol se révèle. Des oiseaux cherchent des graines disparues. Le ciel est un grand chiffon sale qui a lavé les crimes de la terre.
Je regarde monter les nuages qu'un coup de vent détourne de l'orage. Au-dessus du toit, leur menace maintenant s'allège. Dans le cercle bleu, ainsi formé, le fil blanc d'un avion se dévide. Le son des réacteurs nous parvient alors que l'appareil a déjà rejoint d'autres nuées. Le ciel est gris à nouveau. S'éclaircit. Ainsi va la vie. Quoique l'oncle Paul dise qu'un bon orage ferait du bien. S'allument les étoiles de la terre, lampadaires sur la place, lumière de la ville. Les gens se croisent au hasard des rues, changent de vie, changent de corps. Le ciel s'éteint sans qu'on ait su quelle lampe l'éclairait. La nuit est le grand moment de l'attente, non du sommeil ou du projet, mais d'un long passage entre deux rives. Voilà, je vous montre donc le recueil, le tour de la question, donc par Jean-Claude Martin. Le second livre, alors Ciel de miel et d'ortie, aux éditions Tarabuste pour la présente édition. Je vous le montre. Alors nous allons lire également quelques passages de ce recueil. L'aube se lève, aurait mieux fait de rester couché. À pas, le soleil en face des trous. Forêt triste, collines sales traînant par terre. C'est l'imminence grise qui dirige tout, le brouillard. L'astre roi ferme les yeux. Nous, peuple, on se cogne les uns aux autres. Et comme le ciel ne s'ouvre pas, c'est notre espérance qu'on déchire. Le ciel éclata en milliers de gouttelettes. Au bout de quelques minutes, on avait l'âme trempée. Ni pluie, ni brouillard, ni bruine, ni crachin. Lente décomposition résistant au soleil et à la nuit. Où l'on prendrait l'apparence d'arbres morts aux bras désemparés. Et enfin, ce petit soleil, à travers les branches, n'éclaire plus grand-chose de ma vie. Le chemin monte, le cœur bat, c'est déjà beaucoup. Il faut croire à la lumière quand les nuages cachent l'ampoule. Rares sont ceux qui brunissent leur peau sous l'averse. J'ai de la solitude plein les jambes, de la détresse plein les tristes nouvelles de l'autoradio. Je rentre, secoue mes bottes contre le rebord du chagrin. Et comme il ne pleut pas, je vais pleurer sur moi. Voilà. Ah, je ne sais pas si cette courte lecture vous a donné à penser, mais je pense que l'émotion ou la beauté, disons qu'elle s'appelle poésie quotidienne ou autrement, et ce qui est certain, c'est qu'elle ne peut nous laisser indifférents. Certes, l'écriture de Jean-Claude Martin est farouchement claire, disons, ouverte, mais sans simplicité formelle et plutôt singulière dans son émotion. Alors maintenant, écoutons Jean-Claude Martin donc nous lire quelques-uns de ses poèmes. Le jour point, de jour point. La parole est aux mauvais rêves, ceux qui font croire qu'ils sont vrais. Heureusement, ils vous réveillent en sursaut, mais envie de pisser. De jour point, point encore. Je retourne me coucher. D'autres rêves, méchants rêves, me reprennent dès que j'ai les yeux fermés. Le jour les chassera quand il poindra. À coups de poing, j'aurai des bleus à l'âme. La nuit ne s'efface pas parce que le jour vient d'arriver. C'était un matin gelé, comme dans une nouvelle de Tourguenieff ou de Tchekhov. Récit d'un chasseur, d'aucun gibier, sauf de la lumière. J'aspirais l'air froid et bleu qui se prolongeait jusqu'à l'horizon.
sensation plus douce qu'en été, si un oracle. Hélas, pas le talent descriptif de ces grands écrivains, seulement soleil partout en avançant ce matin-là. D'autant plus rouge que le ciel est blanc. Le froid lui a-t-il paumé les joues, ou l'effort pour s'extirper de sa couche princière? Nos respects, votre majesté, s'il vous plaît de venir jusqu'à nous, contempler nos habits râpés, nos vies sans lumière. Blanc tourne au gris. Le prince prendra encore ses décisions derrière les murs de son palais. On aura froid et faim. C'est l'hiver, disent les imbéciles. Un soleil roucoulant. Dans roucoulant, roux, importe. Rouge, rougeoyant, routilant. Un pan faisant sa roue, heureux de vivre, triomphant, par le qu'est-ce que c'est du cabinet de toilette vers 7 heures du matin. Imprévu, la météo avait diagnostiqué un ciel couvert, chantant sa gloire, son bonheur d'éclairer, de réchauffer. C'est comme ça que je l'aime, en allant aux toilettes, par le qu'est-ce que c'est du cabinet de toilette, à 7 heures ce matin. Le jour n'a pas besoin des lampes ce matin. A-t-il cru en lui? A-t-il enfin trouvé une raison d'être utile? Nous ne dirons pas qu'il éclaire, encore moins qu'il brille. Il délimite, il rend compte. Craignant ces troubles bipolaires, on en profite pour sortir, regarder, se prendre par la main. Si l'espérance n'est qu'illusion, c'est elle qui est lumière ce matin. L'air frais du matin n'a pas trop l'air frais ce matin. Soit le jour l'est frais, soit la répétition des jours l'exaspère. Ça sent la perte d'illusion, les heures qui vont passer sans rémission. Aucun matin ne se met au réfrigérateur pour se régénérer. On sent en lui l'après-midi la lourdeur de l'air à venir. Même refermer la fenêtre ne changera rien à notre destinée. Question de lumière encore. Luminopathe, on m'a conseillé d'acheter une lampe thérapeutique pour matin gris. Ceux où le soleil donne ses instructions en coulisses, metteur en scène fatigué laissant improviser brume, bruine, brouillard et autres acteurs envahissants. On ne relève parfois même pas le rideau, c'est dire la pièce. De mon lit ce matin, je vois le vent qui agite les branches des arbres, les feuilles sur les branches des arbres, ce que j'en vois tout au moins, sans en rien ressentir, par la fenêtre de ma chambre, qui laisse passer un matin gris, voire précédemment, j'avais rêvé mieux. Tu palpes l'air, le début de ce qu'on appelle une belle journée. L'air est invisible d'une immobile palpitation. Tu t'aperçois même que tu respires. La gaze du ciel est si fine. Ton corps est un miracle. Le ciel s'est enfui ce matin. Comment décrire ce qui reste? Visage sans miroir, miroir sans image. Une bâche sur un toit après la tempête, une couverture qu'on remonte sur un mort. Pas un gouffre cependant, une grotte, une caverne, ni gris, ni noir, ni vide, ni rugueux. Quelque chose d'invisible vers laquelle nous n'irons plus et qui s'éloigne de nos mémoires aussi vite que l'horizon. Il ne reste rien des cerises du printemps, leur sang goulu que j'aspirais comme un vampire. L'arbre est sec, cassant, fragile, orgasme de courte durée, automne lent à endurer. L'arbre n'avait pas eu de fruits depuis 2 ans. Si elles reviennent, où seras-tu en rouge mai?
Je profite d'un petit nuage pour cacher ma peine. Ces choses-là doivent rester dans l'ombre, inutile que les autres en aient lumière. Petit nuage, petite peine, moi seul en ai perception. Je ris au retour du soleil, mais souhaite un bon gros d'un bus qui s'en vient, tous s'en vont. Et je reste triste que nul ne m'ait consolé, même juste à peine. La douceur de cette fin de journée surprenante, chaleur ni trop, ni pas assez. Soleil consolant, pas blessant. Léger vent juste pour rendre l'air vivant. Benaise, disait-on chez moi autrefois, benaise, parce que pendant quelques minutes on est bien, on oublie ce qui est, ce qui sera, ne serait-ce que la fin de la journée, douce heure de vivre et de se satisfaire de cela. Le coin encore au soleil gardera quelque temps cette faveur. Pourquoi lui? Tous dans l'ombre eût été plus juste. La nature ne verse pas dans l'équité, le rebord du toit non plus. Des luttes pour sa clarté, le soleil se fiche, il se lève et se couche à telle heure, indifférent aux souffrances de la terre. Pire, Dieu ferait de même, me suis-je laissé dire. Comme du papier découpé par les toits, les arbres. Le ciel s'ajuste parfaitement au casse qui manquait, plus le complet. De couleur bleue unie, le ciel n'a pas cherché à la jouer profondeur, perspective. Juste un peu de vent agite la feuille de dessin. Avec le soir, le bleu devient nuit, mais sans bouger les éléments d'une réussite si fragile. Donc, vous venez d'entendre Jean-Claude Martin vous lire quelques-uns de ses poèmes. Et donc, il en appelle à cette poésie qui brasse en quelque sorte ces petits faits, ces choses presque inaudibles ou invisibles de notre vie. Mais grâce à lui, grâce au poète, à sa voix, à son don, il nous retrace un chemin vers ce qui nous fait vivre tout en nous questionnant. Et ainsi, il fait œuvre envers la poésie, mais aussi envers nous-mêmes, puisque nous partageons ses poèmes. Alors, je pourrais dire sa parole, mais cela ferait un peu trop biblique, hein. Et on sait que le poète est avant tout un homme et qu'il n'a nul besoin d'intermédiaire, si ce n'est la page blanche sur laquelle il écrit. Et ce que fait très bien Jean-Claude Martin. Alors pour terminer, je vous cite quelques recueils qui ont marqué les éditions du poète. Alors il y a un recueil qui s'appelle Plus d'un âne s'appelle Martin. Un ciel trop grand, ne vous abaissez jamais, au temps du Corona, qui est l'un de ses derniers recueils. Alors ces recueils ont toujours été écrits dans la même veine poétique, qui est à la fois apaisée et interrogative. Et donc, comme je le disais, n'est-ce pas ces petits riens qui font notre vie et finalement nous font dépasser notre quotidien. Alors, Jean-Claude Martin a un blog dont je vous donnerai l'adresse sur le message. Voilà. Je vais vous lire pour terminer quelques poèmes donc, de Georges L. Godot, dont Jean-Claude Martin était proche et que j'apprécie également beaucoup. Donc, et nous pourrons à l'occasion reparler de ce poète si cela vous intéresse. Donc Georges L. Godot, Votre vie m'intéresse, qui est paru aux éditions Le Début. Jean Renaud. J'ai 8 ans. Mon père est mort. Le soir, à la maison, je suis seul. J'apprends mes leçons à haute voix en attendant ma mère. Quand elle tarde, je prépare le feu. Je dîne et je me couche. Les yeux ouverts, j'écoute les bruits de la nuit. Parfois, les voisins inquiets ouvrent la porte sur la pointe des pieds. Ils me prennent pour un enfant. La main.
L'homme qui ouvrit le bal avait 30 ans et un moignon en guise de main gauche. Même les imbéciles jouèrent à l'indifférence. L'inconnu qui l'avait invité souriait le plus naturellement du monde. Quand la danse fut terminée, ils s'assirent à la même table et se mirent à converser. Il est probable qu'elle s'enquit de son infirmité puisqu'il posa son moignon sur le marbre et donna de calmes explications. Le barman dit qu'il était maître scieur à l'usine de déroulage, un métier dur et dangereux. Je les regardais, tous les deux, elle surtout. Ils étaient très beaux. Et enfin, un dernier pour vous donner envie de découvrir ce poète si vous ne le connaissez pas. Mon peuple. Je vais avec ces gens qui achètent des cartes postales, des poupées folkloriques, et bavardent à longueur de jour. De près, je les écoute pour savoir ce qu'ils sont, ce dont ils ont besoin. Ils veulent tout, ils sont pleins d'envie de monter, mais tout glisse. Ils n'ont rien prévu pour tenir. Ils se cognent le nez, ils s'époussettent, ils rient. Mon peuple, je suis bien avec. Voilà. Donc nous n'avons pas tout à fait terminé ce numéro 11 de fermentation poétique, puisque je voulais vous parler également de Saladin Haddad. Alors, Saladin Haddad est un poète tunisien avec lequel j'ai entretenu d'étroites relations, mais que j'ai perdu de vue depuis quelques années. Alors, il est né en 1943, a été professeur de français à Tunis. Il a 2 filles, dont l'une a écrit un recueil, et ce recueil donc, est intitulé Quebracho, et il est dédié à sa mère. Je vous en parlerai je vous dirai quelques mots après. Alors, Saladin Haddad est un poète engagé, certes, mais rempli d'une grande humanité. Et ce recueil le montre, et que ce soit par le retrait du sol ou les carnets hitchcock'iens, et aussi par ses écrits avec Pierre Garrigue, il a toujours été témoin de son époque et des faits qui se sont déroulés dans son pays. Alors, à l'autre bout des choses, qui est paru aux éditions Gros Texte, je vais vous lire la préface que j'avais écrite pour ce recueil, une partie de la préface. Mais ces révolutions arabes du printemps qui se sont succédées de pays en pays comme une poésie colportée de la bouche à l'oreille d'autrui sont ces instants créatifs de l'homme. Certes, on ne sait pas encore ce que ces révolutions apporteront aux générations futures, si elles se sont ouvertes à la liberté, à la fraternité, ou au contraire si pour échapper à une dictature, elles ne sombreront pas dans une autre tout aussi perverse. Mais comme l'écrit Saladin Haddad, d'un seul mouvement, ils ont tous accouru, comme un seul homme, comme un seul cri, comme une seule terre. Car ce n'est pas simplement la révolution tunisienne que le poète entend ainsi célébrer dans ce recueil, mais le rêve qui appartient aux sages, la joie qui était venue nous devancer, et Monsef qui fut un brillant professeur, tous en se demandant « Comment a-t-on fait pour avoir vécu comme on a vécu, pour avoir ri comme des hyènes égarées ?» Alors je vais vous lire quelques extraits de ce recueil. Face à la démesure, un chien n'est capable que de montrer ses crocs. La meute ne possède nullement la solution. Comment alors se tapir dans l'ombre, continuer à être efficace longtemps après, alors que tout est désossé? La combinaison du scaphandre reste trouée pour servir l'inefficace. Craindre les gerçures matinales n'aide pas. Le sang circule mal et le sniper rapace sait que tout est là quand la révolution veille. D'un seul mouvement, ils ont tous accouru comme un seul homme, comme un seul cri, comme une seule terre. Monsef El Azari pataugeait désespérément dans sa mare de sang. Le sniper installé sur la terrasse du mur d'en face a été plus rapide que l'envie de Monsef.
avaler en ce matin clair un café turc à l'eau de fleurs d'oranger. Quelle belle idée! Monsef ne savait pas et il ne le saura jamais. Désormais, il n'ira ni au café ni à la fac des sciences de Gabès où il dispensait ses cours. Baigné maintenant de sang, il souffre surtout d'amnésie radicale. Ses étudiants retiendront maintenant et sans espoir que Monsef fut un brillant professeur et qu'il ne restera plus qu'un cadavre inefficace avec un trou dans la tempe gauche. En effet, par un après-midi d'hiver, Monsef s'est arrêté de respirer au milieu d'une rue poussiéreuse de 12. Et enfin, mais vers où se diriger quand tout nous aveugle? Il y a toujours une intuition qui susurre dans le creux d'un endroit, un triomphe qui nous guette au bout d'un chemin. Assez de traverser la somnolence. Il y a trop de panique sur les raccourcis de la dialectique. L'espérance se moque de l'attente durable. Il nous faut, au plus tôt, renflouer nos caisses de roches d'amour et nous laisser glisser vers la profondeur. À la surface, plus rien n'est intéressant. Voilà, donc je pense que ce recueil est toujours possible de se le procurer, donc aux éditions Gros Texte. Et donc pour terminer, donc ce livre donc, de Wided Amani, Kebracho, qui est dédié à sa mère, dont je vous lis un court extrait. Lundi 9 avril. Franchir le seuil d'une porte peut prendre l'aspect d'un problème sérieux. À l'intérieur, il fait bon. Quelques bougies éclairent timidement des visages fatigués. Il y a du bruit et de la fumée. Des rires éclatent de temps à autre. Un carreau de céramique bleue d'école se met à danser sous mon pied. C'est la seule chose qui bouge dans ce lieu. La musique, oui, je crois que je distingue par refrain entrecoupé la voix de Férouz. L'émotion m'échappe. J'ai un peu sommeil et j'ai du mal à dormir. Voilà. Donc, ce recueil a été publié dans les années 2000 et aux éditions tunisiennes. Voilà. Donc, ce numéro donc 11 de Fermentation poétique est terminé. J'espère que cela vous aura intéressé et que vous aurez plaisir à découvrir donc ces poètes et d'autres même. Alors que vous soyez donc revuiste, poète ou éditeur, n'hésitez pas à m'envoyer vos livres, ils seront les bienvenus. Merci donc pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau numéro.